Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce premier épisode sur la programmation en langage C. On va réaliser dans cette vidéo notre premier programme en C, on va étudier un peu comment ce programme se structure. Si vous voulez pouvoir réaliser les mêmes choses que moi, la première chose qu'il va falloir faire, c'est installer un compilateur. Un compilateur, c'est quoi? C'est un programme ou une suite de programmes. Bien souvent, c'est une suite de programmes qui va transformer un programme écrit dans un certain langage de programmation, dans notre cas, nous, c'est le langage C, vers un programme qui soit exécutable sur notre ordinateur. Sous Linux, un des compilateurs de référence, c'est le compilateur GCC. Si vous êtes sur une distribution de type Debian, eh bien pour installer le compilateur GCC, je vous ai mis la commande devant vous. C'est la commande apt-get install et le package à installer c'est build essential. Si vous êtes sur Arch Linux, comme c'est le cas chez moi, vous utiliserez la commande pacman et l'option grand S petit y pour installer le package, et le package s'appelle tout simplement GCC. Donc sans cet outil, on ne pourra pas faire grand-chose, on ne pourra pas transformer notre programme écrit en C en programme exécutable. Et puis il vous faudra aussi un éditeur de texte, alors celui de votre choix. Certains écrivent leur programme dans Nano, d'autres dans Vim, d'autres dans Emacs, c'est mon cas. Les étudiants que j'ai ont tendance à installer Microsoft Visual Studio, qui est un IDE avec tout un tas de fonctionnalités avancées pour faire de la programmation. Je reste adepte des choses assez simples, donc je vais utiliser un vieil outil pour écrire du texte qui s'appelle Emacs, et dans ce Emacs, j'ai une ligne de commande qui va me permettre d'utiliser le compilateur GCC pour obtenir un programme exécutable. Alors, le premier programme que je vous propose, c'est un programme très simple. C'est un programme qui tourne uniquement dans le shell, donc dans la ligne de commande. Et il ne va pas faire grand-chose, ce programme, il va afficher hi. Alors, il y a quelques lignes de commande, il y a quelques lignes de programme à analyser. La première ligne, elle commence par la directive include. Donc on appelle les directives ce qui commence par dièse et qui est suivi d'un mot. Alors ça peut être, dans notre cas, dièse include. Et la directive include ici, on lui donne comme paramètre un fichier qui est le fichier stdio.h. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça? En langage C, on a un certain nombre d'instructions qui sont préexistantes. Mais ces instructions sont assez réduites, la quantité de ces instructions est assez réduite. Et dès lors qu'on veut faire un peu plus de choses avec notre programme, par exemple afficher du texte dans la ligne de commande, ou bien demander à l'utilisateur de saisir quelque chose, il faut qu'on utilise des fonctions additionnelles. Ces fonctions additionnelles, elles sont programmées, elles sont stockées dans des bibliothèques de fonctions. Et le programme va aller chercher ces fonctions au moment où il en a besoin dans les bibliothèques de fonctions. Sauf que notre compilateur, il ne connaît pas par avance la façon dont fonctionnent ces fameuses fonctions. Par exemple, ici, nous avons à la ligne 7 une fonction qui n'est pas un mot-clé réservé du langage C, qui s'appelle puts, qui veut dire put string. En fait, la fonction puts permet d'afficher quelque chose dans la ligne de commande. Et ici, elle va afficher la suite de caractères hi. Notre compilateur ne sait pas comment fonctionne la fonction puts. Et pour savoir comment fonctionne la fonction puts, il a besoin d'aller lire un fichier qui s'appelle stdio.h, dans lequel on va expliquer au compilateur quels sont les arguments que l'on doit passer à la commande puts et que va renvoyer la commande puts une fois qu'elle aura terminé son travail.
Si on ne fait pas ça, le compilateur va simplement nous dire, moi, je ne sais pas ce qu'est la fonction puts, il va générer une erreur et il refusera d'exécuter, enfin de compiler notre programme. Donc à chaque fois qu'on va utiliser des fonctions un peu particulières, on aura l'obligation d'inclure, via la directive include, la définition de la façon dont cette fonction travaille. Tout programme digne de ce nom commence par un point d'entrée. Le point d'entrée, c'est là où on commence à exécuter le code de notre programme. Et en langage C, si vous voulez que votre programme soit exécutable, eh bien, il faut obligatoirement créer une première fonction qui aura toujours le même nom, et cette fonction elle a comme nom main. C'est ce qu'on trouve à la ligne 5. Le main en langage C, c'est le point d'entrée du programme. Alors, toute fonction, elle se définit de la même façon. D'abord, il y a le nom de la fonction. Ici, c'est main. Ce qu'il y a à gauche du nom de la fonction, c'est ce que va renvoyer ma fonction à la fin de son exécution, une fois qu'elle aura terminé son travail. Et tout ce qu'il y a à droite du nom de la fonction, qui doit être obligatoirement spécifié entre une paire de parenthèses ouvrantes et fermantes, ce sont les arguments de cette fonction. Ça veut dire que ce sont des informations que l'on va donner à cette fonction au moment où on l'appelle. Alors ici, c'est un peu technique. La fonction main, elle est définie de la façon suivante. Elle reçoit un nombre entier, un int. Un int, c'est un nombre entier que l'on va appeler comme on veut. Ici, ce int, on l'appelle argc. Et elle reçoit un deuxième argument qui est de type caractère, char. Et en fait, c'est un pointeur sur un tableau. Alors, on sait que c'est un tableau parce qu'il y a une paire de crochets ouvrantes et fermantes. Et on sait que c'est un pointeur parce qu'il y a une étoile. Alors, c'est un peu tôt pour parler de tableau et de pointeur. Mais pour essayer de vous faire comprendre les choses, si j'exécute une commande qui n'existe pas, et que je lui passe comme argument, par exemple, "-o", eh bien, le "-o", la commande, c'est le nom du programme que j'exécute, et le "-o", ça va se retrouver ici dans ce pointeur sur un tableau. Et int argc, c'est le nombre d'arguments, c'est le nombre d'options ici que je vais préciser lorsque je vais lancer ma commande. On reviendra sur ce concept ici plus tard, parce que là, c'est un peu tôt pour parler, pour décortiquer ça, mais je vous ai donné l'essentiel. Alors en C, quand on crée une fonction, et ici on est en train de créer la fonction main, on a précisé ce qu'elle renvoyait une fois qu'elle avait fini de terminer, et ce qu'elle acceptait comme information au moment où on appelle cette fonction. Quand on crée une fonction en langage C, il faut qu'on utilise une paire de accolades ouvrantes et fermantes. Et tout ce qu'il y aura entre la paire d'accolades ouvrantes et fermantes, c'est les instructions qui constituent ma fonction. Donc ici, j'ai deux instructions à l'intérieur de ma fonction main. À la ligne 7, j'ai la fonction puts qui va afficher du texte I. Je vous rappelle que le compilateur va venir chercher dans stdio.h ce qu'accepte comme argument la fonction puts, c'est ce qu'elle peut éventuellement envoyer une fois qu'elle a terminé de travailler. Et ensuite, la deuxième instruction de mon point d'entrée, c'est de renvoyer la valeur 0. Si on réfléchit bien, je vous ai dit que ce qu'il y a à gauche du nom de la fonction, ici c'est ce qui est renvoyé une fois que la fonction prend fin. Donc j'ai dit que une fois que mon main serait terminé, je renvoyais une valeur de type entier. Et cette valeur, elle est renvoyée comment? Elle est renvoyée ici, avec la fonction return, qui va renvoyer la valeur 0. Alors, ce programme, je vous propose de le compiler. C'est pas très compliqué. J'ai installé GCC, donc je vais l'utiliser. Mon code source, je l'ai appelé ex1.c. Et je vais demander à GCC de transformer ce programme en un programme exécutable que je vais appeler tout simplement ex1. Voilà, si j'ai pas d'erreur, c'est que j'ai bien structuré mon code. Et si j'exécute mon programme ex1, effectivement, il affiche I dans la console.
Alors, on a dit que en ligne 8, je renvoyais la valeur 0. Sous Linux, lorsqu'on renvoie la valeur 0 à la fin de l'exécution d'un programme, c'est que le programmeur considère que le programme s'est terminé normalement. Si on renvoie autre chose que 0, c'est un code d'erreur. Donc ici, on a renvoyé la valeur 0, mais cette valeur 0, elle ne s'affiche pas dans ma console. Alors si je veux obtenir le code de retour, je vais devoir utiliser la fonction echo et le $, point d'interrogation, pour faire afficher le code de retour de la dernière commande exécutée. Et ici, on voit que la valeur qui a été renvoyée par EX1, par mon programme exécutable, c'est 0. Hein, c'est la valeur que j'ai renvoyée ici. Alors, on va vérifier tout de suite que j'ai raison. Maintenant, je vais renvoyer 1 à la place de 0. Je vais recompiler mon programme. Je vais à nouveau l'exécuter. Et puis, je vais demander d'afficher la valeur de retour. Et cette fois-ci, la valeur de retour, c'est bien 1. Donc, si je dis que je renvoie un entier, il faut que je le renvoie. Hein. Ça, c'est notre premier programme. On a déjà fait pas mal de choses. Ce que je ne vous ai pas encore dit, c'est que au sein d'une fonction, chaque bloc d'instruction doit être séparé par un point-virgule. Donc, puts, c'est une fonction. Elle accepte comme argument une chaîne de caractères. Ici, c'était la chaîne de caractères high. Et comme j'ai fini mon instruction, je spécifie au compilateur que j'ai terminé avec un point-virgule. Pareil pour la fonction return. Après, je ne suis pas obligé de passer à la ligne. Je pourrais très bien écrire mon programme comme ça, le sauvegarder et le recompiler à nouveau. Et j'ai pas d'erreur. Et si je l'exécute, il fait toujours la même chose. Et ma valeur de retour, c'est toujours 1. Bien. Il y a quelques petites choses qu'il faudrait quand même qu'on voit avant d'aller plus loin. C'est le processus de transformation de mon programme en C en un programme exécutable. Alors en fait, c'est pas un processus complètement magique. Lorsque je vais transformer ce code-là, ce programme en C, en un programme exécutable, il va en fait y avoir plusieurs phases. Mais ces phases, quand j'utilise l'option petit o, que je fais gcc ex1.c-petit o et le nom de mon programme exécutable, en fait, il va se passer plusieurs phases dans la compilation. Et ça, on ne s'en rend pas compte quand on utilise gcc sous cette forme-là. En fait, il va y avoir plusieurs étapes dans la transformation de mon programme en C vers un programme exécutable. Alors en fait, la première étape, c'est ce qu'on appelle le préprocesseur. Alors si on veut voir ce que fait le préprocesseur, en fait, il faut utiliser l'option -grand E. Donc on va utiliser l'option -grand E. Et on va lui dire de rediriger le travail réalisé par le préprocesseur dans un fichier que l'on va appeler par exemple preproc.c. Et si je fais less preproc.c, en fait on se rend compte que mon programme qui faisait plus que 8 lignes, il s'est transformé en quelque chose de beaucoup plus grand. Hein, donc mon programme est beaucoup plus gros. Alors pourquoi il a autant grossi? C'est parce qu'en fait, il a copié tout le contenu de stdio.h et il l'a collé dans le code source de mon programme. Donc vous voyez que ça représente énormément de lignes de code. Donc tout ça, c'est ce que le préprocesseur a trouvé dans le fichier stdio.h. Il l'a collé dans le code source de mon programme. Et si je vais à la fin de mon fichier, voilà, j'y suis, on retrouve mon code. Alors, il n'y a plus écrit inclus de stdio.h, puisqu'en fait, ça a été inclus. Ça veut dire qu'on a copié tout le contenu de stdio.h dans mon programme.
Et donc include stdio.h a disparu au profit de toutes ces lignes de code. Et il nous reste int main, int argc, char étoile argv tableau, et ma fonction puts s et un return 1. Donc c'est le rôle en fait le rôle de ce préprocesseur, c'est de faire ce travail préparatoire. Alors ensuite, on a une deuxième étape de la transformation qui va être la transformation de ce code source en assembleur. Alors, je vais réouvrir un shell, voilà, et je vais vous montrer la deuxième étape du processus de compilation qui consiste en fait à transformer mon programme en un programme qui sera écrit en langage assembleur. Donc, mon programme, il s'appelle ex1.c et je vais le transformer en langage assembleur avec l'option -S. Si je regarde à l'intérieur, j'ai désormais un fichier qui s'appelle ex1.s. C'est mon fichier en assembleur. Donc si je regarde, je pense que ça suffira peut-être pas. Voilà, si je regarde le contenu de mon programme, ça c'est du langage assembleur. Alors c'est quand même beaucoup plus difficile à comprendre par l'être humain ce qu'il y a à droite que ce qu'il y a à gauche. En réalité, ma fonction main, mon point d'entrée est ici, à la ligne 15, et ce qui était le fameux puts qui affichait I, ça s'est transformé en un certain nombre d'instructions en assembleur qui sont définies ici. Donc pour faire juste puts et return, il faut toutes ces instructions en assembleur. Alors qu'est-ce que c'est que l'assembleur? C'est le dernier langage à peu près lisible par l'être humain avant d'arriver à un langage qui ne soit compréhensible exclusivement que par le microprocesseur, que par l'ordinateur. En fait, l'ordinateur, lui, il exécute des suites de 0 et de 1, qu'on va avoir tendance, pour faire plus simple, à écrire en hexadécimal, c'est-à-dire de 0 à F. À chacune de ces instructions correspond une équivalence en hexadécimal. Comme l'être humain ne peut pas retenir des chiffres trop facilement, on traduit ces suites hexadécimales, qui sont en fait des suites de 0 et de 1 directement compréhensibles par l'ordinateur, on les traduit dans une espèce de pseudo-langage qui veut dire, move c'est pour déplacer quelque chose, call c'est pour appeler une fonction, ret c'est l'équivalent de notre fameux return. Voilà, toutes ces instructions sont la transformation de ce code en le dernier langage à peu près compréhensible par l'être humain avant ce que l'on appelle le langage machine. Le langage machine, c'est la fameuse suite de 0 et de 1 que sait interpréter l'ordinateur. L'ordinateur ne sait faire que ça. Et je vous rappelle à nouveau, ce qui est important de comprendre, c'est qu'à chacune de ces instructions correspond une valeur hexadécimale. Donc là, on a transformé notre programme. Alors d'abord, il est passé par un préprocesseur qui, grosso modo, a copié tout le contenu de stdio.h dans mon code source. Puis, ce code source a été transformé en ceci, qui est l'équivalent en assembleur de mon programme. Ensuite, ce programme en assembleur, il va être transformé en fichier objet. Alors, qu'est-ce que c'est que le fichier objet? On va avoir... ah oui, là, le truc, c'est que il faut que j'utilise encore le fichier uxum.c. Donc si j'utilise l'option petit c, je vais transformer mon programme écrit en C en programme en objet.
Alors, qu'est-ce que c'est qu'un programme objet? En fait, c'est plus de l'assembleur. C'est la traduction en code hexadécimal de ce qu'il y avait dans mon programme en assembleur. Là, si je fais ex1.o, vous voyez que l'ordinateur ne sait plus interpréter le contenu du programme, parce que c'est une suite de 0 et de 1, c'est plus des caractères au format texte. Donc là, on a commencé à transformer notre langage assembleur en langage objet, c'est-à-dire qu'on a remplacé les instructions en assembleur par leur équivalent en hexadécimal, ensuite de 0 et de 1, et ça pour l'être humain, ça ne veut plus rien dire. Il reste encore une petite étape à faire. Cette dernière étape, c'est ce qu'on appelle la phase de linkage. Alors, qu'est-ce que c'est que la phase de linkage? C'est très simple. Pour le moment, le fichier .o que nous avons obtenu, ex1.o, il n'est pas encore exécutable. Il va lui manquer plusieurs choses. Il ne sait pas encore où se trouve la fonction puts. Il en connaît la définition, elle était dans stdio.h, donc il sait comment elle fonctionne, il sait ce qu'elle accepte comme argument, il sait ce qu'elle renvoie éventuellement une fois qu'elle a terminé de travailler, mais il ne sait pas encore où se situe cette fonction dans les bibliothèques de fonctions de Linux. C'est lors de la phase de linkage que le linker va faire ce travail. Il va dire, si tu cherches à utiliser la fonction putStrings, puts, eh bien, elle se trouve dans telle bibliothèque de fonctions et tu l'appelleras au moment où tu en as besoin. Et la deuxième chose, c'est que sous Linux, les programmes exécutables sont au format ELF, et ce sont des entêtes qui permettent de structurer un programme exécutable de sorte que le système d'exploitation puisse le lancer et l'exécuter. C'est le linker qui fait aussi ce travail. Donc c'est la dernière étape, transformer ce programme désormais écrit en langage machine, avec des suites de 0 et de 1, en un programme qui soit correctement structuré pour fonctionner sous Linux. Et ça, c'est la dernière étape. Il me suffit de venir ici, d'écrire gcc-o et ex1.c. ex1.c en entrée et ex1 en sortie, qui est le nom de mon programme exécutable. Si je fais File sur ex1, vous voyez qu'on me dit que c'est un programme exécutable. C'est écrit là. Il est au format 64 bits et c'est bien un programme exécutable structuré en entête ELF. Si je fais File sur ex1.o, qui était, rappelez-vous, mon programme traduit en langage machine, il me dit que c'est bien du ELF, mais j'ai pas encore la partie exécutable. Donc il a bien remarqué que c'était un programme qui était déjà écrit en langage machine, mais par contre, il a bien remarqué que ce programme n'est pas encore exécutable. Il n'est pas encore correctement structuré pour pouvoir être exécuté par le système d'exploitation. Voilà, écoutez, je pense que nous avons fait le tour de notre premier programme en langage C. On a appris à compiler le programme. On a appris que les fonctions avaient des arguments en entrée et que ces arguments sont spécifiés à droite du nom de la fonction entre paires d'accolades, de parenthèses, et que ces fonctions, une fois qu'elles se terminent, elles renvoient une valeur. Et si tout s'est bien passé, la norme veut que l'on renvoie la valeur 0. On a vu comment obtenir le code de retour de la dernière commande exécutée, c'est avec la fonction echo et puis le $point d'interrogation pour avoir la dernière valeur de retour, enfin celle de la dernière commande exécutée. On a vu qu'une fonction, quand on la crée, tout ce qui est entre paires d'accolades ouvrantes et fermantes constitue les instructions à réaliser dans la fonction. Et puis, on a vu les différentes étapes du processus de compilation. Donc, je vous invite à essayer de refaire ce que nous avons fait ensemble avant de passer à la suite. À bientôt.